on te donne la parole, du coup, Corentin. À toi de jouer. Donc, bonjour à tous, je vais vous faire un petit tour d'horizon du monde des réseaux de neurones informés par la physique, puis du machine learning en fait informé par la physique. Alors, mon petit plan, donc un petit tour d'horizon, puis après je vous présente rapidement comment ça marche. Donc il y a un peu deux mondes qui s'affrontent dans le monde des réseaux de neurones informés par la physique. Il y a les réseaux de neurones qui sont data-driven, donc c'est des données, simulations ou mesures physiques qui vont venir entraîner un réseau de neurones. Donc là, c'est assez classique, en fait, ça ressemble à tout l'apprentissage supervisé qu'on fait. On a un réseau de neurones qui nous fait une inférence, on compare avec ce qu'on voudrait qu'il obtienne, on fait une descente de gradient là-dessus. Bon, ça, c'est de l'apprentissage classique. Et puis, il y a tout le modèle qui est physics-driven. Donc, cette fois-ci, on a un modèle physique et on va vouloir que notre réseau de neurones colle au modèle sans avoir forcément des données. Voilà. Donc, on va voir un petit peu ce que ça permet. Donc, dans le cas des modèles, des réseaux de neurones data-driven, cette fois-ci, on n'a pas forcément besoin de connaître la physique, mais on a besoin de beaucoup de mesures ou de simulations. On a un manque de généralisation, c'est-à-dire que si on va un peu en dehors de ce qu'on lui a montré comme exemple, on a beaucoup de chances que ça ne marche pas. Mais malgré tout, malgré toutes ces limitations, on a quand même des exemples de succès en météo notamment. Les réseaux de neurones commencent à battre les modèles physiques, notamment parce que finalement, de se baser sur la mesure plutôt que sur des modèles, vu que les modèles sont imparfaits et ont pas mal de parts d'incertitude, de se baser sur les mesures vient gommer ce problème. Voilà. Puis il y a eu des grosses bases de données qui ont été faites récemment par assimilation de données et qui ont permis notamment à GraphCast, c'est DeepMind de Google, de faire des belles choses. Dans le cas des modèles physics-driven, cette fois-ci, on a besoin d'un modèle physique. C'est plutôt un point négatif parce que ça nécessite de travailler sur un modèle physique suffisamment précis pour notre problème. Par contre, ce que ça nous permet, c'est de nous baser sur des équations et non plus des données. Donc là, on est plutôt sur un mode d'apprentissage non supervisé. A priori, on a une meilleure généralisation. Par contre, jusque-là, il y a eu moins de succès de cette méthodologie, mais bon, c'est relativement neuf, hein, ça a démarré en 2017. Les schémas, alors voilà, il y a plusieurs aussi manières de gérer les physics-driven. Donc soit on se base sur des schémas numériques, c'est-à-dire qu'on va rentrer avec des infos et c'est à la sortie qu'on va calculer des dérivés par des schémas numériques classiques, soit en temps, soit en espace, soit les deux. Ça nous permet d'utiliser des réseaux de neurones qui ont beaucoup de succès en imagerie ou en traitement du signal, des CNN, des RNN. Soit on se base sur la différenciation automatique. Alors cette fois-ci, on va avoir le réseau de neurones comme une fonction, donc une fonction par exemple de x, y, t, si on veut un réseau de neurones qui va résoudre par exemple une équation de la chaleur ou quelque chose comme ça. Et puis la sortie du réseau de neurones, on va la dériver par rapport à l'entrée et ça va nous permettre de calculer des dérivés partiels et puis finalement de construire une EDP, de calculer une loss par rapport à cette EDP. Alors par contre, ce que ça impose, c'est que ça nous limite l'architecture du réseau de neurones. Ce qu'on gagne, c'est qu'on gagne des dérivées très précises au-delà de l'ordre des schémas numériques. Une petite chronologie des différentes étapes. Alors, l'idée, elle n'est pas nouvelle hein, de ces réseaux de neurones-là. Ça date de 98. Mais à l'époque, il n'y avait pas les moyens de calcul qu'on a. Puis en 2017, il y a un article un peu fondateur de RICE qui montre des premiers exemples de réseaux de neurones informés par la physique qui marchent bien. En 2019, on commence à voir d'autres typologies
arriver. Donc on a des VPIN, je vais en parler juste après, des DeepONet, j'en parle aussi. En 2020, on commence à avoir encore plus de possibilités qui arrivent. Donc là, on commence à voir que la communauté s'intéresse de près à ces problèmes-là et commence à explorer plein de choses. Là, on ne peut plus citer tous les types de réseaux qui existent pour adresser des problèmes informés par la physique. Donc, l'article de base, il se base sur la formulation forte des EDP. Donc, on a un problème, on le pose typiquement voilà, dans son espace classique et on va le traiter ainsi. On ne le transforme pas, on part de cette expression-là et puis on va le traiter. Donc, on voit qu'il y a plusieurs parties. Il y a l'EDP, mais il y a aussi les conditions au bord qu'il faut traiter. Et puis, si on avait un problème qui dépend du temps, on aurait aussi des solutions initiales et tout à traiter. Dans le cas d'une formulation faible, donc là c'est les VPIN, cette fois-ci on traite un problème intégral, et ça c'est inspiré des éléments finis en fait, c'est la même chose. On va avoir la fonction U qu'on va chercher, et puis on va la tester, enfin on va avoir une fonction test. Typiquement ça va être des fonctions chapeau, ou des fonctions, enfin c'est des fonctions polynomiales par morceau, qui nous permettent de résoudre ces EDP au travers d'une formulation faible. Alors on dit formulation faible, mais à la fin, on a quand même une solution qui marche bien. Le gros intérêt, c'est que ça permet de réduire l'ordre des dérivés utilisés. Là, typiquement, on partait d'un Laplacien, et puis on se retrouve avec deux gradients. Au lieu de dérivées secondes, d'une dérivée seconde, on a deux fois des dérivées premières. Les X-spin, c'est une autre manière de traiter le problème. Donc cette fois-ci, on va décomposer notre domaine en plusieurs domaines. On va mettre en place des conditions au bord de nos domaines en plus. Donc il va falloir faire matcher les différents réseaux de neurones à ces interfaces-là. Donc ça a des avantages, c'est que finalement on peut spécialiser chaque réseau de neurones pour un sous-domaine. Par contre, il faut que ça matche à l'interface. Bon, nous, on n'a pas vu beaucoup de succès à cette méthode-là, mais voilà, c'est quelque chose qui existe. Enfin, il y a les neural operators. Alors cette fois-ci, au lieu de prendre le réseau de neurones pour résoudre un problème donné, on va essayer de prendre un réseau de neurones pour résoudre toute une classe de domaines, et on va apprendre plutôt des opérateurs. Donc ça va être plutôt l'idée, on va demander à notre réseau de neurones de partir d'un état initial et de nous donner un état futur. Voilà, ça c'est typiquement ce qui peut se passer, où on lui demande de traiter une carte, par exemple, je sais pas moi, de température, enfin pas de température, mais de chaleur. Enfin, on va rajouter des chaleurs sur tout un domaine. Et ben, il devra traiter cette information de chaleur initiale et nous donner une carte de température donnée à la suite. Donc ça permet d'être un peu plus général, mais je ne traite pas cette partie-là. Et la partie informée par la physique, donc de base, les neural operators, c'était plutôt data-driven, et puis il y a eu une extension là récente pour des neural operators physics informed, et cette fois-ci, plutôt que de calculer des dérivés dans le domaine spatial, on passe par le domaine fréquentiel pour simplifier les choses, simplifier les dérivés par convolution. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Alors, il y a tous les problèmes directs, ça c'est un peu ce que j'ai présenté, c'est on donne x, y, z, t, et on trouve une température, par exemple. Donc on peut résoudre des problèmes comme ça. On peut aussi vouloir résoudre des problèmes inverses. Typiquement, on ne connaît pas la température au bord, et on veut savoir quelle sera la température au bord. Du coup, on peut mettre ça comme une inconnue, et puis on va pouvoir faire une optimisation de cette manière-là. On peut utiliser aussi comme surrogate. Donc là, c'est plutôt dans l'idée de faire une optimisation, par exemple, je ne sais pas moi, de la traînée d'une aile dans l'air, ce genre de choses. Et ben, on va pouvoir utiliser ce réseau de neurones comme étant qui a une capacité du coup à faire une inférence très rapide sur plein de paramètres
Et donc, on va pouvoir faire l'optimisation de cette manière-là. Comment ça marche? Alors, bon, je vais un petit peu vite là pour l'instant, donc on aura le temps de discuter après. Donc, comment ça marche? On a besoin de construire des LOS. Ça, c'est assez classique pour faire apprendre à notre réseau de neurones à résoudre le problème. Donc, on va avoir une loss sur la condition initiale, c'était ce dont je parlais, donc ça, c'est pour les problèmes dépendants en temps. Une loss sur les conditions bord, donc ça, c'est essentiel pour toutes les EDP. Une loss sur le résidu des équations physiques. Alors, on peut aussi avoir une loss sur les données, c'est-à-dire que là, je ne vais pas en parler, mais on pourrait très bien imaginer avoir une EDP, mais aussi avoir des données parcellaires par endroit, et puis on voudrait faire coller notre modèle physique aux données. Donc ça, il y a des applications typiquement en reconstruction de champs. Donc, mettons que vous ayez un problème où vous avez un fluide dans tout un tunnel, par exemple, vous voulez mesurer la résistance d'un objet dans ce fluide-là. Et donc, vous faites de la PIV. Donc là, vous traquez des particules dans le fluide pour mesurer la vitesse du fluide sur une nappe laser. Donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'on fait ça sur une nappe laser. Donc c'est un plan 2D dans notre fluide. Et puis, on voudrait savoir un peu ce qui se passe dans les autres plans. Et donc là, on va pouvoir utiliser les PINN pour reconstruire l'ensemble du champ. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Donc on aura des données à certains endroits, mais on ne les aura pas partout. Et on va pouvoir extrapoler d'une certaine manière grâce à la physique, là en l'occurrence grâce aux équations de Navier-Stokes. Voilà, donc schématiquement, ça donne ça. Bon, là, je vous ai fait un tout petit réseau, mais on peut imaginer un réseau plus profond. Généralement, on n'a pas des réseaux très très gros pour les PINN, parce que l'expressivité est assez vite très grande. Donc, on rentre avec X et T, on passe par nos couches d'activation, on sort avec notre estimation de θ, par exemple. On va calculer une loss par rapport à des dérivés de θ par rapport aux entrées. Puis, on va aussi calculer une loss par rapport à la valeur initiale, enfin la condition initiale qu'on souhaite, et puis pour les boundaries. À la fin, on vient fusionner toutes ces losses-là, et puis on fait un gradient de cette loss par rapport au poids du réseau. Et puis on va pouvoir faire comme ça des... Donc ça fait qu'il y a pas mal de différenciation automatique qui est en jeu, quoi. Donc avec PyTorch, bon, on commence par définir un petit réseau de neurones, là, tout petit, là. Puis on va décrire un petit peu... Oh là, j'ai laissé des hidden alors que je les ai mis en dur. On va définir quelques paramètres physiques. On va instancier notre modèle. Et puis, on va... ça c'est juste pour vous montrer en comparaison avec ce qu'on va faire en PINN. Ça, c'est l'apprentissage classique. Si on a des données, par exemple, là, on connaît la solution exacte de notre problème, on va dire que c'est un sinus. Bon, on peut comparer la sortie de notre réseau de neurones par rapport à ce qu'on voudrait de manière exacte. Donc là, j'utilise 22 points d'apprentissage. Puis on va faire un certain nombre d'époques, je crois que j'en ai mis 1000. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc ça, c'est notre apprentissage. Voilà. Donc j'ai volontairement affiché la solution au-delà du domaine d'application. Le domaine d'application, c'est 0, 1. Et puis j'affiche un peu au-delà pour voir comment la solution est généralisée. On voit que même dans le domaine, c'est pas parfait. Alors, je montre un peu plus précisément les choses. Donc ça, c'est à la fin de l'apprentissage. La partie un peu fluo jaune, c'est la partie où on a eu des points pour l'apprentissage. À droite, on a l'erreur commise par rapport à la solution exacte. Et puis on voit que l'erreur, elle explose très très vite quand on sort du domaine. Puis même finalement, on voit tous les points un peu plus bas, c'est les points d'apprentissage. Et entre chaque point d'apprentissage, l'erreur, elle augmente assez vite, quoi.
Donc on est toujours à peu près à 10-5, ce qui pourrait dire tolérable, mais on est 2 ordres de grandeur au-dessus de là où on apprend. Donc maintenant, on va résoudre une EDP, enfin une ODE assez simple. On va avoir une dérivée seconde et puis on va avoir un second membre. Puis on a calculé le second membre pour que sinus de πx soit la solution. Et cette fois-ci, on n'a pas de données. C'est-à-dire que, on va dire que les deux points qu'on pourrait dire données, c'est les conditions au bord, mais ce n'est pas vraiment des données. C'est ce qu'on veut imposer pour notre problème. Donc on a U0 égale 0 et U1 égale 0. Et sinon, dans tout le reste du domaine, on ne va pas lui donner d'infos autres que cette EDP. Comment on va faire ça? Donc on va définir une petite fonction qui nous redonne un résidu sur l'EDP. On va calculer des dérivées par rapport à l'entrée. Donc on va utiliser PyTorch pour ça. Et donc une dérivée seconde, une dérivée première, une dérivée seconde. Donc on dérive la dérivée première une deuxième fois pour obtenir la dérivée seconde. On calcule notre résidu vis-à-vis de l'EDP. Donc là, on retrouve l'EDP qu'on avait précédemment. Hein. On n'a pas inventé des trucs trop compliqués. Donc on peut imaginer faire des fonctions quand même assez complexes. Hein, tant que les dérivées elles sont d'un ordre assez raisonnable, on peut construire des EDP très complexes. Et après, c'est PyTorch qui va faire le travail de faire la différenciation automatique. Donc c'est parti. On définit nos points de colocation. Donc cette fois-ci, on en a 20 parce que je compte aussi les 2 points au bord pour comparer les deux solutions. Les points de colocation, c'est des points où on va évaluer le résidu de l'EDP, et ce n'est pas des points où on a des données. Okay, on définit toujours nos points de colocation, on les tire aléatoirement dans notre domaine. Ensuite, on prend nos 2 points au bord, auxquels on indique la valeur de la solution. Okay, et puis, on fait notre apprentissage. Donc, on calcule le résidu de l'EDP vis-à-vis, enfin voilà, on fait le calcul de différenciation automatique en fait hein, sur notre modèle PIN. Donc s'il y a un MLP super simple avec 16 neurones, on calcule une loss. Donc cette fois-ci, on prend simplement le résidu au carré. Et puis on calcule le résidu aux frontières. Donc, de la même manière, on combine les losses, on calcule le gradient par rapport au poids, et puis on fait notre optimisation. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Bon, bah, ça donne à peu près la même chose que tout à l'heure. Par contre, on voit que notre solution est en 0 et en 1, elle a quand même la bonne direction. Ça, c'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'au-delà du domaine, quand on reste proche du domaine, on généralise quand même un peu mieux. Ça donne quoi avec les erreurs? Donc là, j'ai mis les deux solutions, la solution basée sur les données et la solution basée sur le modèle physique. Ça donne quoi? Ça donne que finalement, l'erreur, elle est certes un peu plus haute dans le domaine, mais par contre, elle est plus constante. C'est-à-dire qu'on n'a pas des pics de bonnes erreurs, de mauvaises erreurs, etc. Ça donne aussi que finalement l'erreur, le max de l'erreur est meilleur dans le domaine. Et puis bon là, on n'est pas allé très loin dans l'apprentissage, mais quand on continue l'apprentissage, en fait, on se rend compte que les PINN, ils sont bien meilleurs que le fait qu'on ait des données, quoi. Ils permettent d'être beaucoup plus smooth dans l'ensemble du domaine. Voilà. Donc j'ai été extrêmement vite, je me rends compte, mais il y a quand même quelques pistes d'amélioration. Alors, un des gros soucis, donc là, il y a quand même beaucoup de gens qui ont pris en main ça, et puis se sont cassés le nez sur un certain nombre de problèmes physiques, parce qu'en fait, ça ne marche pas dans tous les cas. Donc, ce qui se passe, c'est que les différentes losses qu'on a, des losses liées à l'EDP, des losses liées aux conditions au bord, et des losses liées aux données et à la solution initiale,
il faut pouvoir les arbitrer, c'est-à-dire il faut pouvoir un peu les pondérer. Et ça, c'est un travail soit manuel, mais du coup, il faut un petit peu deviner comment on va comment dire, pondérer chaque loss. Ou alors, il y a eu des algos du coup, qui ont été mis au point qui permettent de regarder comment se comportent les gradients sur les différentes couches, et puis ils vont pondérer chaque loss en fonction de chaque gradient. Ça demande un petit peu de calcul supplémentaire de temps en temps, c'est-à-dire de temps en temps on va faire appel à cette routine qui va automatiser ce weighting, ou enfin on ne va pas le faire à chaque époque, quoi. Ensuite, il y a aussi un apprentissage en temps, c'est-à-dire que là, je ne vous ai pas présenté, mais quand on fait un apprentissage en temps, plus on va s'éloigner de la solution initiale, plus ça va être compliqué pour le réseau de neurones d'inférer les valeurs. Donc, il va cumuler d'une certaine manière des erreurs. Donc là, il y a eu des travaux pour faire des apprentissages séquentiels, c'est-à-dire on va d'abord apprendre ce qui est proche de la condition initiale, puis on va étendre doucement le réseau de neurones comme ça. Donc nous, on s'est rendu compte qu'en faisant ça sur des problèmes d'évolution, ça marchait plutôt très bien. Il y a ainsi des mécanismes de self-attention. Donc là, cette fois-ci, tous les points de colocation vont avoir une attention qui vont être liés à ces positions-là. Et puis, le réseau de neurones va essayer de mettre des importances différentes sur certains points de colocation. Voilà. Mais bon, on a quand même toujours des problèmes, même en utilisant ces trois techniques-là. Donc nous, on a publié on est en train de publier un article avec un doctorant sur ce domaine, sur les PINN justement, avec une singularité en température. Donc c'est un problème de Stéphane où il y a des matériaux qui se transforment donc, du solide vers le liquide ou du liquide vers le solide. Et au moment où on change de phase, il y a une singularité. Et donc, il faut prendre en compte cette singularité-là dans les dérivés, ce qui pose des gros soucis au réseau de neurones. Mais bon, il y a des travaux qui donnent des résultats satisfaisants. Donc voilà. Alors, en conclusion, les PINN, c'est assez récent, ça a à peu près 6-7 ans, on va dire. Et donc, pour l'instant, ça manque encore de maturité. Il faut pas imaginer pouvoir résoudre tout problème avec ça. Et puis, les schémas numériques plus anciens, on va dire, sont toujours très, très actuels. Malgré tout, il y a quand même des preuves de concept qui commencent à être très, très intéressantes et qu'il faut explorer. Donc, c'est un domaine hyper actif. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de regarder, mais il y a des articles qui sortent continuellement sur le sujet. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à explorer. Et puis, surtout dans le domaine des problèmes inverses et des surrogates, là, il y a quand même vraiment des possibilités de faire des choses intéressantes. En problème direct, pour l'instant, les schémas numériques sont loin devant et compliqués à battre. Il y a des possibilités d'hybridation, donc là peut-être pour des problèmes directs avec une hybridation avec des réseaux de neurones. Voilà. Puis je donne les quelques références que j'ai citées. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Super. Merci, Corentin. Attends, je vais peut-être arrêter l'enregistrement là.